Ces dieux du monde Pokémon détiennent le pouvoir sur la structure même de son univers, et ce sont les Pokémon les plus puissants qui existent. Alors aujourd'hui, nous allons classer tous les Pokémon légendaires, du plus faible au plus puissant. D'abord, les règles. Au lieu de nous concentrer sur leur force dans le jeu, nous allons nous intéresser à leur puissance canonique dans le lore du monde Pokémon. Il est logique d'utiliser les légendes pour classer les Pokémon légendaires. Nous inclurons également les Pokémon fabuleux, car ils sont techniquement une sous-catégorie des légendaires, mais nous n'inclurons pas les ultra-chimères, puisqu'il est discutable de savoir si elles en font aussi partie. Donc cela étant dit, commençons par regarder les soi-disant légendaires, qui sont même plus faibles que des Pokémon ordinaires. Voici le rangé des légendaires. Malheureusement, notre médaille d'or de la faiblesse revient à Cosmog et Cosmovom. Pour évacuer l'évidence, ces deux-là peuvent finalement évoluer en Solgaleo ou Lunala, deux Pokémon que nous ne verrons pas sur cette liste avant un bon moment. De toute évidence, l'écart de puissance entre ces deux groupes est bien trop grand pour être rationalisé, et encore moins justifié de les classer ensemble. Alors parlons d'abord de ces deux-là. Bien qu'ils puissent être utilisés comme source d'énergie pour ouvrir une ultra-brèche, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent offrir, et de toute façon, ils ne possèdent même pas ce pouvoir par eux-mêmes. La seule chose notable à mentionner est que Cosmog et Cosmovoom sont respectivement les Pokémon les plus légers et les plus lourds qui existent. Ajoutez à cela le fait que Cosmovom est également à égalité pour être le plus petit. Et ils servent de preuve claire et irréfutable que la physique n'existe pas dans le monde des Pokémon, rien qu'à travers le principe de conservation de la masse. De même, nous attribuons la médaille d'argent de la faiblesse à Wushours. Malgré une différence de puissance moins marquée que dans l'exemple précédent, l'écart entre Wushours et Shifours est assez significatif pour les considérer comme des entités distinctes. De plus, vu le peu de Pokémon légendaires qui évoluent, on peut séparer quelques entrées, par-ci par-là. Quoi qu'il en soit, tout l'intérêt de Wushours, c'est qu'il est faible et inexpérimenté. Il est encore en entraînement de base, au point qu'il n'a pas encore décidé quel style pratiquer, ni dans laquelle, des deux tours des points, il va s'entraîner. Et même s'il peut devenir plus fort grâce à l'entraînement, la quantité d'efforts qu'il doit fournir et le fait qu'il ait besoin d'un dresseur fort pour progresser le freinent considérablement. En troisième position des plus faibles, nous avons Phione, le Pokémon des riveurs des mers. Malgré sa réputation dans la communauté, Phione n'est pas complètement inutile, contrairement aux trois précédents. Cela dit, ses pouvoirs sont encore loin d'être considérés comme légendaires, pour ainsi dire. Il passe ses journées à flotter dans l'océan, usant de son camouflage naturel pour éviter les prédateurs. La seule chose qui l'empêche de tomber plus bas, c'est son lien avec Manaphy, qui lui donne accès à la manipulation mentale et à d'autres pouvoirs psychiques. Ce n'est pas tout à fait au même niveau que l'échange d'âmes de son cousin, mais il a tout de même accès à leur nouvelle attaque. Prends courage. Nous présentons maintenant Meloetta, notre premier Pokémon fabuleux, et Pokémon Mélodie. Ensuite, nous avons notre premier Pokémon fabuleux avec le Pokémon Mélodie, Meloetta. C'est assez impressionnant qu'un Pokémon capable de changer librement de forme se retrouve aussi bas dans notre classement, et c'est le cas. Comme son nom l'indique, le pouvoir de Meloetta est principalement centré sur la musique, que ce soit en chantant de magnifiques chansons dans sa forme aria, qui peuvent contrôler les émotions de ceux qui l'écoutent, ou en exécutant des danses gracieuses dans sa forme pirouette, qui peuvent inspirer ceux qui l'entourent. Le principal problème, c'est que la source de son pouvoir, son attaque signature chantantique, est en réalité un art perdu à tel point que, jusqu'à récemment, même Meloetta elle-même ne s'en souvenait plus, et devait apprendre cette attaque grâce à un maître des capacités spéciales. La prochaine place revient à Magarna, le Pokémon artificiel. Même si elle peut être un cauchemar en compétition, dans l'univers, Magarna n'est pas vraiment si puissante que ça. Son attribut le plus remarquable est son cœur-âme, l'âme artificielle qui constitue le véritable Pokémon, tandis que son corps métallique ressemble plus à une sorte de costume mécanique qu'à autre chose. Bien qu'il soit artificiel, le cœur-âme donne à Magarna une grande empathie, lui permettant de ressentir les émotions de tous les êtres vivants autour d'elle. Ce qui en fait un excellent gardien, mais à part cela, il n'a pas grand-chose à offrir en termes de puissance. Ensuite, nous avons Shaymin, le Pokémon de la gratitude. Comme les quelques précédents, Shaymin possède un certain niveau de puissance, mais pas tellement plus que les autres Pokémon ordinaires. Il a le pouvoir de purifier les toxines, de fertiliser le sol et de faire germer des fleurs et d'autres plantes en un instant, ce qui est impressionnant à cette échelle, mais ce n'est pas exactement unique à Shaymin. La plupart des autres types plantes ont des capacités similaires et pourraient en faire de même s'ils sont assez nombreux. À part cela, la seule chose notable concernant Shaymin est sa forme céleste qui lui donne la capacité de voler.
Quelle amélioration? Comme si 90% de cette liste pouvait déjà le faire sans besoin d'un changement de forme spéciale. Et la dernière place de ce niveau revient au Pokémon marin Manafi. Pour les besoins de cette liste, Manafi est en gros juste Phione, mais en mieux. Il parcourt les mers, voyageant sur de grandes distances pour retourner au fond marin froid, où il est né, et il est globalement très sensible aux changements de son environnement. La différence ici, c'est que les pouvoirs de Manafi sont plus développés que ceux de Phione, au point qu'il peut lier les esprits de deux individus et changer leur perspective grâce à son ancienne capacité signature, Permucœur. Il accomplit cela d'une manière similaire à Magerna, qui est d'ailleurs le seul autre Pokémon capable d'utiliser cette capacité, grâce à son lien empathique et hypersensible avec ceux qui l'entourent, ce qui permet à Manafi de comprendre clairement ce que ces individus pensent. C'est ce qui fait sa force, mais cela reste encore un peu trop vague pour son propre bien. Catégorie déterminée, passons à la section suivante. Ces légendaires appartiennent à la catégorie C. Pour commencer, nous avons une double entrée avec Glastrier et Spectrier. Bien qu'ils soient tous les deux des cauchemars en combat compétitif, ces rejetés de mon petit poney ne sont pas si spéciaux que ça dans le canon officiel. Ils sont assez puissants et se classent bien en termes de force pour les types glace et spectre, respectivement. Mais en ce qui concerne les Pokémon légendaires, ces deux-là ne sont pas si spéciaux. Ce sont essentiellement des chevaux méchants et robustes, et toutes les légendes qui les entourent concernent uniquement leur lien avec Silveroy, qui est capable de les apprivoiser. Mais au moins, le récit prend le temps de les présenter comme des Pokémon puissants en général, ce qui leur vaut une place en bas de notre catégorie C. Dans le même esprit, nous attribuons notre prochaine place à Heatran et Volcanion. Nous allons classer ces deux-là ensemble parce qu'ils sont essentiellement les mêmes Pokémon, à part toute la question du double type, bien sûr. Ce sont tous les deux de puissants Pokémon de type Feu, maîtrisant respectivement la puissance du noyau terrestre et des volcans sous-marins. Cela dit, comme pour l'entrée précédente, ils semblent tous deux manquer de légende, car il n'y a presque rien qui les distingue des autres Pokémon de type Feu tout aussi puissants. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer est le fait que la pierre magma existe et qu'elle a le pouvoir d'apaiser et de contrôler Heatran. On dit que Heatran la protégera farouchement. Cependant, puisqu'il est considéré comme canon que plusieurs Heatran existent et que tous ne sont pas liés à une pierre magma, cela nous ramène un peu à la case départ. Mais parlons du Pokémon Wushu, Urshifu. Ayant terminé son entraînement dans l'une des tours des 2 points, les deux formes d'Urshifu sont devenues des maîtres dans leur style choisi. Ils ont perfectionné leur pouvoir et leur prouesse martiale et ont utilisé leurs compétences pour protéger ceux qui leur sont chers. Cela les place, pour être franc, au même niveau que pratiquement n'importe quel autre Pokémon de type combat entièrement évolué. Ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux ni d'exploits légendaires qui les placeraient au-dessus des autres Pokémon généralement puissants, à part l'entraînement dans un art secret auquel peu d'autres ont accès. De même, nous allons attribuer la prochaine place à Type 0 et Sylvalier. Comme les autres Pokémon artificiels de cette liste, Sylvalier et sa préévolution Type 0 ont été créés pour être des armes. Ils ont été conçus pour combattre les ultra-chimères en exploitant leurs faiblesses grâce à leur système RKS unique. Les scientifiques, incapables de le contrôler, ont dû lui mettre un casque de limitation, désactivant son système RKS jusqu'à ce que Type 0 maîtrise ses pouvoirs. Cependant, le casque de Type 0 ne limite que partiellement sa puissance, le plaçant ainsi au même niveau que Sylvalier son évolution en termes de classement. Cela dit, parmi les 3 Pokémon artificiels de cette liste, Sylvalier est clairement le plus faible, non seulement en termes de force physique, mais aussi parce que son système RKS dépend d'un accès complet à ses souvenirs pour atteindre tout son potentiel. Ensuite, nous avons le Pokémon singe rebelle, Zarude. Dans la continuité du thème de cette section, Zarude est assez puissant, même s'il n'atteint pas vraiment le niveau d'un Pokémon légendaire. D'ailleurs, le fait qu'ils vivent en meute composée de plusieurs Zarude remet déjà en question leur statut de Pokémon légendaire, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Leur caractéristique la plus remarquable est leur capacité à soigner les autres, ce qui est resté rare chez les types plantes et presque inédit chez les types ténèbres. Passons maintenant au Pokémon coup de foudre, Zeraora. Contrairement aux autres Pokémon de type électrique, Zeraora ne possède pas d'organe interne pour produire sa propre électricité. Que cela rende Zeraora plus fort ou plus faible est sujet à débat, car même si cela le rend intrinsèquement plus faible que les autres Pokémon de type électrique, le fait qu'il puisse tout de même générer suffisamment d'électricité est en soi un exploit impressionnant. Ce qui n'est pas sujet à débat, c'est à quel point Zeraora est incroyablement rapide, capable de se déplacer à la vitesse de l'éclair et de déchiqueter ses proies avec ses griffes électrifiées. Notre prochaine place revient à un autre groupe, celui des Titans légendaires, le premier de nos trios légendaires,
ou plutôt un quintet dans ce cas. Les titans sont surtout spéciaux pour ce qu'ils sont, plutôt que pour leur puissance. Être faits de pierre, glace, métal, électricité et énergie draconique, ils maîtrisent totalement leurs éléments respectifs. En effet, cette capacité n'a rien d'exceptionnel car presque tous les Pokémon la possèdent à un certain degré. Cependant, les titans portent en cela à un niveau que peu d'autres Pokémon de leur type peuvent en égaler. Par exemple, Régis peut survivre en étant submergé dans la lave sans fondre. Le corps de Régistel est si dur qu'il ne peut être rayé par quoi que ce soit, et on raconte que Régidrago possède les pouvoirs de tous les Pokémon de type dragon existants. La dernière affirmation a des implications concernant plusieurs dragons que nous n'avons pas encore abordés dans cette liste, mais nous allons dire que le manque de capacité spéciale chez les titans implique qu'il y a certaines limites à ce que cette déclaration signifie. Maintenant, en passant d'un trio qui n'en est pas vraiment un à un autre, nous avons ensuite les lames de la justice. Bien qu'il nous reste quelques entrées avant d'atteindre les véritables pouvoirs spéciaux, ces quatre-là se sont hissés si haut principalement grâce aux légendes sur leur force. D'innombrables récits racontant leurs exploits héroïques allant du sauvetage de Pokémon lors de catastrophes naturelles à la guerre contre les humains qui voulaient leur faire du mal. Ils y parviennent principalement grâce au travail d'équipe, exploitant leurs forces tout en compensant leurs faiblesses mutuelles. Cependant, individuellement, les Pokémon légendaires ne sont pas beaucoup plus forts que les autres Pokémon entièrement évolués, et même en groupe, ils n'ont rien de particulièrement spécial. Mais pour parler d'un véritable trio, regardons maintenant les trois loyaux. Comme précédemment, ces trois Pokémon condensent sur le travail d'équipe pour atteindre leurs objectifs, possédant une force, une intelligence et une beauté remarquables. Ils s'en prennent souvent aux Pokémon plus faibles qu'eux, tout en profitant de la générosité des autres pour devenir encore plus forts. Cependant, trois défauts majeurs les empêchent d'être mieux classés. Ils comptent beaucoup sur les légendes les entourant pour maintenir leur image. Des légendes qui sont, pour le dire gentiment, un ramassis de balivernes chinotiques. Deuxièmement, malgré leurs menaces en groupe, individuellement, ils sont ordinaires et facilement neutralisables, même renforcés par le spécial Mushi. En définitive, leurs pouvoirs ne sont pas vraiment leur propriété. Leurs capacités leur ont été données par un autre Pokémon, qui n'apparaîtra pas dans cette liste avant longtemps. Pour cette raison, les trois minables doivent vraiment se surpasser pour arriver aussi haut dans le classement. Ensuite, nous avons le Pokémon habitant des ténèbres, Marshadow. Pokémon très timide, Marshadow se cache généralement dans l'ombre des autres. On pourrait penser que cela justifierait un classement plus bas, mais Marshadow fait vraiment des efforts pour transformer ce point négatif en avantage. En se cachant, il observe les mouvements de son entourage, les imite et perfectionne ses compétences pour améliorer sa maîtrise martiale. Il ne peut évidemment pas copier de pouvoirs spéciaux, mais grâce à cette méthode, il est capable de maîtriser n'importe quel art martial plus rapidement et plus efficacement que les maîtres les plus expérimentés de cet art. Nous arrivons enfin au trio légendaire original, les oiseaux légendaires. Et pour être clair, cela inclura à la fois les variantes de Kanto et de Galar du trio. Mis à part toute l'harmonie entre le feu, la glace et la foudre, ou peut-être l'harmonie entre le combat, le psy et les ténèbres, selon votre préférence, nous détestons le dire, mais il n'y a vraiment rien de très spécial à leur sujet. Leurs capacités sont assez standards pour des Pokémon de leur type respectif, bien que les oiseaux de Galar aient certaines caractéristiques qui font référence à leurs homologues de Kanto. La principale différence est que leurs capacités sont généralement plus puissantes que celles des autres Pokémon de leur type. Par exemple, Zapdos de Kanto peut provoquer des orages rien qu'en battant des ailes, et Articaudine de Galar peut utiliser ses pouvoirs psychiques pour geler des êtres vivants et non vivants au niveau moléculaire. Ensuite, il y a Sulfura de Kanto, qui est pratiquement immortel tant qu'il peut trouver un volcan actif dans lequel plonger et brûler son corps pour se restaurer et se régénérer, un peu comme un phénix. Nous atteignons finalement l'élément le plus crucial de notre liste. Voici les Pokémon légendaires quelque peu extraordinaires, et nous les plaçons dans le niveau B. Commençons cette section avec le duo lunaire. À partir de maintenant, la plupart des Pokémon auront un certain pouvoir spécial qui les distingue des Pokémon ordinaires. Dans le cas de Darkrai et Cresselia, leurs pouvoirs sont liés au domaine des cauchemars et des rêves agréables, ainsi qu'à la capacité de les manifester de manière nuisible ou bénéfique, respectivement. Darkrai est le plus puissant des deux, tant par sa force au combat que par sa capacité à répandre des cauchemars sans fin autour de lui simplement par sa présence. Cependant, si Darkrai est un meilleur offensivement, Cresselia est plus défensive, étant capable de dissiper les cauchemars créés par le premier et de soigner les autres en plus. Au final, c'est de la forme un duo dynamique, et on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Donc la nature spécifique du pouvoir protecteur de Cresselia les pénalise un peu. Passons aux bêtes légendaires. Leur trait le plus notable est qu'elles sont mortes dans la tour cendrée avant d'être ressuscitées par Ho-Oh. Mais cela relève davantage de l'exploit de ce dernier.
Individuellement, chacun possède des pouvoirs dépassant largement ceux des Pokémon ordinaires. Raikou et Haunter sont les plus destructeurs, contrôlant librement les nuages d'orage et les éruptions volcaniques à volonté. Pendant ce temps, Suicune est plus protecteur, capable de marcher sur l'eau et de purifier instantanément n'importe quel plan d'eau qu'il touche. Il est également décrit comme étant le plus proche de Ho-Oh parmi son trio, et il possède même une sorte de lien avec l'inconnu. Ensuite, nous avons le Pokémon paléozoïque, Genesect. Le deuxième Pokémon artificiel de notre liste, Genesect, parvient à réussir là où Sylvalier avait échoué, principalement en raison de facteurs de motivation. Alors que Sylvalier a été créé pour être un outil spécialisé pour une organisation durablement altruiste, Genesect a été fabriqué comme une arme de destruction massive pour une équipe maléfique déterminée à dominer le monde. De plus, lorsque le projet a été annulé par N, le scientifique qui l'a finalement terminé a investi toute sa frustration pour rendre Genesect aussi puissant que possible, même avant sa résurrection et sa modification. Il était déjà un prédateur suprême et un chasseur redoutable. Cependant, avec le canon ajouté et la configuration de vol à grande vitesse, il est devenu une menace bien plus puissante, aussi bien pour les humains que pour les Pokémon. Que cela serve de leçon. Armer quelque chose le rend plus dangereux, voyons ce qui se passe. De même, la prochaine place revient à Deoxys, le Pokémon acide désoxyribonucléique. Bien qu'il ne soit pas un Pokémon créé par l'homme, c'est un Pokémon extraterrestre, donc il n'aura pas de pouvoirs spéciaux sur notre monde. Cela n'empêche pas pour autant Deoxys d'être une menace redoutable à sa manière. En tant que virus muté, son corps est incroyablement malléable, capable de se transformer en différentes formes pour s'adapter à son environnement et survivre dans ce monde étranger. Il est également pratiquement indestructible, car il peut régénérer instantanément son corps tant que le noyau cristallisé reste intact. Cela, ajouté à sa capacité de changer de forme à volonté, fait de Deoxys un Pokémon dangereux, même sans aucun pouvoir divin. Passons au duo Paradox. Les Pokémon Paradox sont coriaces, tu le sais ? Non seulement ils sont plus forts que la moyenne des Pokémon modernes, mais ils deviennent encore plus puissants, respectivement sous le soleil ou sur un terrain électrique. Et cela n'est jamais aussi évident qu'avec les plus puissants du groupe, Caridon et Myridon, qui sont capables de mettre en place automatiquement les conditions de terrain qui les rendent plus forts. Ah, et si vous vous demandez pourquoi nous parlons exclusivement des mécaniques de jeu au lieu du lore ici, eh bien c'est parce qu'il n'y a vraiment rien à dire à ce sujet. À part ceux que nous rencontrons dans l'histoire, toutes les informations que nous avons sur ces deux-là proviennent principalement de rumeurs provenant de sources peu fiables. Cependant, étant donné la puissance générale des Pokémon Paradox, nous sommes confiants de placer le Roi Ailé et le Serpent de Fer aussi haut dans le classement. Passons à une autre entrée de groupe avec les forces de la nature. Ces quatre-là semblent représenter des forces opposées, avec Boreas et Fulguris étant plus destructeurs, et Démétéros et Amovenus étant plus constructifs. Et pour être tout à fait franc, ce sont vraiment les deux derniers qui portent les signes de ce groupe aussi loin. Alors que les deux premiers sont certainement dans le haut du panier des Pokémon de type vol et électrique, leur capacité reste tout de même fermement ancrée dans les règles de base de leur type respectif. D'un autre côté, non seulement Démétéros a pu les maîtriser et les punir pour leurs méfaits, mais lui et Amovenus ont aussi pu guérir la terre et fertiliser les champs qui avaient été détruits à cause de leurs querelles, apportant le printemps et de bonnes récoltes au peuple. Au final, ces deux-là font vraiment tout le gros du travail pour faire passer ce groupe du côté légendaire de cette liste, mais au moins, ils ont de véritables légendes pour les aider. D'un quatuor à un autre, nous avons les trésors du fléau. Nés d'artefacts imprégnés d'émotions négatives, ces quatre-là sont presque à eux seuls responsables de la destruction de l'ancien royaume de Paldea dans le passé. Leur simple existence évoque la destruction, laissant des traces de ruines partout où ils passent. Cela peut être indirect, comme Wuchien et Kiwu qui détruisent la zone par leur existence, ou direct comme Xianpao et Tianglu qui déclenchent régulièrement des catastrophes naturelles dévastatrices. Dans tous les cas, le potentiel destructeur de ces quatre redoutables créatures était si grand qu'il a fallu les sceller pour la sécurité de tous jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce qu'un enfant avec un lézard vélo arrive selon ce qui se produit en premier. Passons maintenant au duo Éon. Il est inspirant de constater que le premier Pokémon capable de méga évoluer se classe à peine dans la première moitié du classement. Cependant, même sans prendre en compte leur méga évolution, Latias et Latios restent tout à fait capables par eux-mêmes. Cela est principalement dû à la rosée âme, un objet protecteur contenant l'esprit d'un néon décédé qui transmet sa puissance à son successeur. Cela, associé à leur capacité de partager leur vision, leur permet de veiller l'un sur l'autre et de partager leur pouvoir afin de protéger ceux qui leur sont chers. Combiné avec la méga évolution susmentionnée, ce duo mérite aisément une place si élevée. Ensuite, nous avons le Pokémon de la soumission, Pécharintre.
Bien que Pécharin ne soit pas un véritable Pokémon de type Psy, il possède des pouvoirs de contrôle mental qui font honte à la plupart des vrais Pokémon psychiques. En tant que véritable cerveau derrière les trois fidèles, c'est lui qui leur a octroyé leurs pouvoirs. Il y parvient grâce à sa chaîne toxique qui fait ressortir les pouvoirs et désirs latents de celui qui la porte, en échange de le placer entièrement sous le contrôle de Pécharin. Il utilise ensuite son mochi toxique pour transformer quiconque en mangeant pantin sans esprit, qu'il utilise à sa guise. Ces pantins aident à répandre le mochi à de plus en plus de personnes et de Pokémon pour constituer une armée sous le contrôle de Pécharin. Sans intervention, il pourrait conquérir des nations entières par ce procédé. Pour compléter cette histoire de Momotaro, nous avons le Pokémon masqué, Ogerpon. Malgré sa capacité à puiser la puissance de différents masques, surtout ceux imprégnés d'énergie de terra-cristallisation, la vraie force d'Ogerpon réside dans ses prouesses au combat. Ayant perdu son compagnon et la plupart de ses masques face aux trois loyaux, il enfile son dernier masque et part les affronter seul, vainquant les trois et stoppant ainsi les ambitions de Pécharint. En fait, la place d'Ogerpon dans cette liste est aussi simple que cela. Pécharint est l'une des entrées les plus puissantes de cette liste, et Ogerpon parvient à le surpasser en termes de force, du moins indirectement. Pour compléter le niveau B, nous avons le Pokémon joyau Diancie. En tant que mutation de Carbink, Diancie a le pouvoir de créer des diamants à partir de rien en compressant le carbone présent dans l'air entre ses mains. Les Pokémon ont déjà fait des choses folles, mais là c'est un tout autre niveau. Pour donner un peu plus de contexte, les diamants sont généralement créés à une température d'environ 2500 degrés Fahrenheit et sous une pression de plus de 825 000 livres par pouce carré, dans un processus qui prend habituellement plusieurs mois au minimum pour produire un seul petit diamant. Comme si cela ne suffisait pas, alors que c'est déjà largement le cas. Diancie peut méga évoluer, amplifiant considérablement sa capacité de création de diamants. La seule raison pour laquelle il n'atteint pas notre niveau A, c'est parce que nous l'avons réservé aux Pokémon plus divins, ce que Diancie n'atteint malheureusement pas tout à fait. Et cela dit, nous passons maintenant à la section véritablement légendaire, où résident les véritables dieux du monde Pokémon. Voici le niveau A. Pour commencer, parlons du duo des tours. Rappelons que Ho-Oh a le pouvoir de ressusciter d'autres créatures, comme mentionné précédemment. Ayant sauvé et ressuscité les bêtes légendaires de la Tour Cendrée, cet exploit donne à Ho-Oh certains des pouvoirs de guérison les plus puissants de tous les Pokémon. Cependant, à part ce moment précis, c'est à peu près tout ce qu'il possède en termes de pouvoirs spéciaux. Il a bien la capacité d'accorder le bonheur éternel à ceux qui le voient, mais cela relève surtout de la rumeur et de l'interprétation. Et c'est largement inférieur à son pouvoir de ressusciter les morts. En comparaison, Lugia n'a pas de pouvoirs spéciaux connus qui égalent la véritable résurrection de Ho-Oh, mais il est dit officiellement qu'il est aussi puissant que ce dernier, donc on peut supposer qu'il doit avoir quelque chose. Ensuite, nous devons parler des divinités gardiennes. Ces quatre-là forment collectivement les protecteurs d'Alola, chacun étant le gardien de son île respective. Malgré des affrontements passés, leur but principal reste de protéger leurs îles des menaces extérieures, dont les ultra-chimères, les équipes maléfiques et surtout le trio Lumière. Quand Solgaleo et Lunala sont venus à Alola, les divinités gardiennes les ont combattus pour défendre leur terre. Bien que ces derniers aient perdu, les premiers ont été suffisamment impressionnés pour offrir le Tapunium Z aux gardiens et leur confier la protection du Cosmog pendant sa croissance. Puis lorsque Necrozma est apparu et a volé la lumière du monde, les gardiens se sont alliés en utilisant le pouvoir des cristaux Z, ont récupéré la lumière volée et ont banni Necrozma d'où il venait. Dans le même esprit, nous attribuons notre prochaine place au duo de héros. Comme notre précédent participant, Zacian et Zamazenta atteignent une place aussi élevée, presque exclusivement grâce à leurs exploits au combat. Dans ce cas, ils sont presque à eux seuls responsables de la défaite d'Eternatus et de la fin du jour le plus sombre. Gardez à l'esprit que cela se passe aussi à une époque où les Pokémon Dynamax étaient encore un concept étranger et beaucoup plus difficile à gérer. Et avec tout cela en tête, le fait qu'ils aient pu vaincre tous les Pokémon Dynamax hors de contrôle en plus d'Eternatus leur vaut clairement une place bien plus élevée. Nous avons maintenant le duo Reshiram et Zekrom. Kyurem ne sera pas inclus dans cette entrée pour des raisons qui seront expliquées sous peu. Possédant certains des pouvoirs de feu et d'électricité les plus puissants qui soient, ces deux-là sont capables de brûler la Terre et sont considérés comme représentant le pouvoir de la fusion. Non, nous ne parlons pas de la fusion de type polymérisation avec Kyurem pour une nouvelle apparence. Nous y reviendrons ultérieurement. Non, nous parlons de la fusion nucléaire au niveau atomique et de l'énergie libérée par un tel processus. Cela signifie que ces deux-là sont littéralement l'équivalent Pokémon d'une bombe atomique, ou plus précisément d'un réacteur nucléaire. Les implications d'un tel pouvoir ne peuvent être ignorées.
Pour notre 5e entrée consécutive, Jirachi et Hoopa partagent une place. Maintenant, pour expliquer pourquoi nous avons regroupé ces deux-là, regardons d'abord Jirachi. Malgré sa réputation d'exaucer les vœux, il utilise en fait une astuce pratique pour contourner ce pouvoir. La téléportation. Plutôt que de créer des objets ou de plier l'univers à sa volonté, Jirachi va simplement téléporter des choses d'ailleurs lorsqu'on formule un vœu. Cela dit, il ne semble pas y avoir de limite à ce pouvoir, donc en théorie, il pourrait prendre tout ce qu'il veut n'importe où dans le monde. C'est pratiquement identique au pouvoir de Hoopa, qui peut ouvrir des portails à travers les dimensions et prendre tout ce qu'il veut, ou n'importe qui, dans n'importe quel coin du multivers. Cela s'étend même à d'autres Pokémon légendaires, ce qui signifie qu'une grande partie des forces du reste de cette liste s'appliquent aussi à ces deux-là. Cependant, il s'agit d'une extension du pouvoir de ces Pokémon, pas spécifiquement de Jirachi ou Hoopa, donc insuffisant pour les faire remonter dans notre classement. Passons maintenant au Pokémon roi suprême Calyrex. C'est vraiment impressionnant de voir que la mécanique qui rend Calyrex puissant dans le jeu, à savoir sa fusion avec Glastrier et Spectrier, est finalement la moins impressionnante de ses prouesses. Ses pouvoirs sont suffisamment puissants pour faire honte à presque tous les autres Pokémon de type Psy. Il peut dominer l'esprit de n'importe quel individu à sa portée, déplacer une forêt entière tout en préservant son écosystème et voir tous les passés, présents et futurs possibles simultanément. Il peut fertiliser instantanément des champs stériles et y faire pousser des cultures sur le champ. Il peut arrêter une météorite qui menace de détruire la planète. Il peut même s'approprier les pouvoirs de ses montures choisies, les amplifier et en faire les siens. Cela dit, tout cela vient avec la réserve que Calyrex doit recevoir ses pouvoirs grâce aux prières de ses fidèles. Les pouvoirs de Calyrex s'affaiblissent quand les gens perdent foi en lui. Et puisque tout cela se passe après que Calyrex soit devenu presque un souvenir oublié par les habitants de la Cour-aux-Neiges, nous ne pouvons malheureusement pas le classer plus haut. Après la fusion de Pokémon, Kyurem est le prochain Pokémon frontière. En revenant au thème de la fusion du trio Tao, Kyurem en est l'aboutissement, puisqu'il peut littéralement fusionner avec les deux autres. On suppose que cela est dû au fait que Kyurem était le dragon originel de la région du Nice. Lorsque Reshiram et Zekrom s'en sont séparés, Kyurem a conservé un peu d'acide désoxyribonucléique résiduel des deux premiers, ce qui lui permet d'utiliser l'absofusion pour les réabsorber et combler le vide. Fait intéressant, bien que Kyurem ne soit ni un Pokémon de type feu, ni de type électrique, lorsqu'il fusionne respectivement avec Reshiram ou Zekrom, ses pouvoirs sur ces éléments dépassent largement ceux de ses formes de base, n'étant contenus que par l'opposition avec ses pouvoirs de glace existants. Cela dit, il a également un contrôle total sur ses pouvoirs de glace, ce qui lui permet d'en tirer parti facilement et de libérer tout le potentiel de sa puissance immense. Cependant, et sans fusionner avec Reshiram ou Zekrom, Kyurem est un peu plus faible qu'eux. Son corps gelé est difficile à contrôler, et ses pouvoirs de glace n'ont pas le même niveau de maîtrise que les pouvoirs de feu et d'électricité des deux autres. Cependant, son tempérament agressif le rend déjà très dangereux à lui seul, et il peut surpasser ses homologues sur leur propre terrain, donc Kyurem reste facilement mieux classé qu'eux sur le principe. Comme précédemment, nous attribuons la prochaine place à Solgaleo et Lunala. Une fois de plus, Necrozma est exclu, pour des raisons qui devraient maintenant être claires. Néanmoins, en tant qu'être de lumière, Solgaleo et Lunala sont ceux qui ont apporté la lumière à Alola, ce qui a conduit les anciens rois à les vénérer comme des dieux. Ils ont également le pouvoir d'ouvrir des ultra-brèches et de voyager à travers l'ultra-espace. Et contrairement à leur pré-évolution, cette capacité est innée et peut être utilisée à volonté. Le seul véritable inconvénient ici, c'est que Necrozma contre vraiment ces deux-là, car ils sont tous les deux inefficaces contre lui et souvent pris pour cible par lui. Cela dit, un seul Pokémon ayant un avantage contre ceux qui sont autrement pratiquement des dieux, ce n'est pas suffisant pour que nous les classions plus bas. Passons maintenant au Pokémon du voyage dans le temps, Celebi. Celui-ci va être simple, car la catégorie du Pokédex dit pratiquement tout. Comme indiqué, Celebi a le pouvoir de voyager dans le temps, et cela s'accompagne de toutes les capacités paradoxales qui vont avec ce territoire. Il agit comme un gardien de la forêt, protégeant son foyer et la ligne temporelle par tous les moyens. Il voyage dans le temps pour résoudre les anomalies détectées dans la ligne temporelle, évitant ainsi son effondrement. Il peut même coexister avec ses versions passées et futures, et unir ses forces avec elles pour faire face à une menace plus grande, ou ranimer une incarnation déchue de lui-même. De plus, il a le pouvoir de purifier son environnement, faisant prospérer les plantes en sa présence et étant capable de dissiper les ténèbres dans le cœur des Pokémon obscurs. Cela dit, Celebi est un peu plus passif que sa position ne le laisserait penser, car son statut établit qu'il évite généralement les périodes de conflit, ce qui est pourtant exactement ce qu'un gardien de la forêt devrait affronter.
Cependant, malgré ce potentiel gâché, le voyage dans le temps déforme trop la réalité pour être ignoré. Ensuite, nous avons le Pokémon Terra, Terrapagos. Bien que normalement petit et faible, Terrapagos n'est jamais ainsi quand ça compte. C'est le précurseur à la fois du type Terra stellaire et du phénomène terrestre dans son ensemble, capable d'absorber l'énergie terrestre pour former une carapace cristalline afin de se protéger. Il utilise ce pouvoir pour survivre dans les profondeurs souterraines et éviter une extinction certaine en entrant dans un état d'hibernation d'1 million d'années, caché à l'intérieur d'un cristal. De plus, il semble contrôler le temps, pouvant faire venir des personnes du passé et alimenter des machines à voyager dans le temps utilisé pour amener des Pokémon paradoxes à l'époque moderne. Pour ajouter à cela, lorsqu'il est exposé à l'énergie terrestre elle-même, il se transforme en sa forme stellaire. Une forme tellement pleine d'énergie qu'elle peut résister même à la Master Ball et menacer de faire s'effondrer l'écosystème de Paldea par sa simple existence. Avec une telle puissance dans un si petit Pokémon, il serait insensé de le classer plus bas. Passons maintenant au trio Aura. À partir de maintenant, les niveaux de puissance dépassent tellement la raison que la compétition devient extrêmement serrée. Nulle part cela n'est plus évident que chez le trio Aura, où le pouvoir de donner et de prendre la vie sans discrimination n'atteint même pas le top 10. Cela est principalement dû à 2 raisons. Xerneas et Yveltal sont en opposition directe, tant dans le concept que dans la motivation, ce qui les amène à s'annuler mutuellement. En fait, Xerneas suit spécifiquement Yveltal, uniquement pour annuler la perte de vie que ce dernier provoque simplement par sa présence. Et l'autre raison, c'est que Zygarde existe, et en tant qu'émissaire de l'ordre, il sert à maintenir les 2 sous contrôle. Non seulement il est spécialement conçu pour annuler les pouvoirs du reste de son trio, mais lorsqu'il est sous sa forme complète, avec toutes ses cellules, il les surpasse facilement ainsi que la plupart des Pokémon de cette liste. Cela pourrait normalement justifier de classer Zygarde au-dessus des 2 autres, mais non seulement il est généralement plus passif que les autres Pokémon légendaires, mais même sous sa forme complète, il ne peut pas rivaliser avec le reste de cette liste. En 10e position de notre classement, nous avons le colossal Pokémon Regigigas. Vous savez qu'on prend vraiment le lore au sérieux quand Regigigas se retrouve dans le top 10 au lieu d'être bon dernier. Il possède une endurance exceptionnelle, survivant sans peine à la lave brûlante et aux températures glaciales. Sa force immense lui a permis de déplacer les continents jusqu'à leur position actuelle. Cependant, tout cela pâlit en comparaison de son plus grand pouvoir, la capacité de créer la vie. Regigigas fut celui qui créa les 5 titans légendaires à partir de matériaux inanimés, leur insuffla la vie et leur donna leur propre conscience. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas de ramener quelqu'un à la vie comme Ho-Oh ou Xerneas. Il s'agit d'insuffler la vie à un objet inanimé là où il n'y avait aucune vie auparavant. Les conséquences sont absolument renversantes. Donc nous allons tout simplement ignorer des parlants ici et donner à Regigigas une place aussi élevée. Maintenant, nous devons jeter un œil au trio du climat. Et tu sais ce qui est plus impressionnant que de remorquer des continents? Et si on les crée, c'est la principale renommée du trio du climat. Ils ont façonné le monde tel que nous le connaissons. Groudon a façonné la Terre, Kyogre a façonné les mers, et Rayquaza a créé l'atmosphère tout en maintenant les 2 autres sous contrôle. De plus, même si leurs pouvoirs ont diminué au fil des années, lorsqu'ils sont exposés à une source d'énergie primale, comme les orbes ou une gemme sésame, ils peuvent libérer leur forme primitive, ou la méga-évolution dans le cas de Rayquaza, et retrouver le pouvoir d'étendre à nouveau leur domaine. La seule raison pour laquelle ces 3-là ne sont pas classés plus haut, c'est que leurs pouvoirs sont limités exclusivement au monde matériel. Ce qui ne peut tout simplement pas rivaliser avec les pouvoirs métaphysiques que possèdent les prochains de cette liste. La prochaine place revient justement à Victini, le Pokémon de la victoire. Cela peut sembler décevant de passer de 3 titans super anciens à un petit lapin. Mais écoutez-nous bien, Victini a le pouvoir d'apporter la victoire à ceux qu'il juge dignes. La manière dont cela fonctionne ou ce que cela implique n'est jamais vraiment expliqué, mais cela semble aussi infaillible que puissant. Plus impressionnant encore, cependant, est le fait que Victini est également une source d'énergie infinie qu'il peut partager avec ses amis et alliés. Alors que nous avons tendance à confondre le concept d'infini avec un simple grand nombre, il vaut la peine de se rappeler à quel point l'idée d'une énergie véritablement infinie est incompréhensible. Les applications de ce pouvoir sont vastes, c'est pourquoi nous donnons à Victini une place si élevée. Tout comme les précédents, nous avons Eternatus, un Pokémon gigantesque. Comme Victini, Eternatus est une source d'énergie pratiquement infinie, étant à l'origine des pierres vœux et des particules de Galar qui permettent aux Pokémon de dynamaxer. Néanmoins, leur principale différence se trouve dans leur application. Non seulement Eternatus a le pouvoir de contrôler le phénomène Dynamax par lui-même, mais il a aussi la capacité d'absorber l'énergie qu'il libère,
ce qui lui permet de reprendre sa véritable forme Eternamax. Sous cette forme, Eternatus possède un niveau de puissance qui dépasse de loin celui de n'importe quel Pokémon existant, du moins dans le jeu. Il possède le total de statistiques de base le plus élevé du jeu, dépassant les deuxièmes, Mega Rayquaza et Mega Mewtwo, de près de 50%. Je sais que nous ne considérons pas les statistiques pour cette liste, mais avec un tel écart, il faut le reconnaître. Cependant, sa forme actuelle est donc plus raisonnable en puissance, du moins pour cette liste. Et juste en dehors du top 5 ou de notre rang S, nous avons le trio des lacs. Arceus a créé ces 3 Pokémon, chacun représentant une force qui gouverne l'esprit, la connaissance, l'émotion et la volonté. En combinant leurs pouvoirs, ils créent l'esprit humain, donnant vie à l'intelligence dans le monde des Pokémon. De plus, ils ont le pouvoir de contrôler leurs aspects respectifs de l'esprit, pouvant les retirer à qui ils veulent, à leur guise. Quiconque regarde dans les yeux d'Uxie devient un légume, ceux qui touchent un Créfollet deviennent totalement dépourvus d'émotions, et ceux qui blessent Créfadé perdent littéralement la volonté de vivre. De plus, ils ont le pouvoir de créer la chaîne rouge, un objet qui donne à son porteur le pouvoir de maîtriser Dialga ou Palkia, ce qui en soi est un exploit incroyable. Cela dit, eux-mêmes sont un peu trop fragiles pour leur propre bien. En dehors de leur pouvoir qui altère l'esprit, ils sont assez faibles par eux-mêmes, comme on l'a vu lorsque la Team Galaxy a pu les capturer sans trop d'efforts. En tant que créateur de l'esprit, on peut tout de même leur accorder une place honorable juste en dehors du top 5. Et sur ce, nous arrivons tout en haut de notre liste des légendaires. Le top 5 des légendaires les plus puissants, le rang S. Et notre 5e place revient au Pokémon génétique Mewtwo. Le 3e est le plus puissant des Pokémon créés par l'homme. Mewtwo est un clone génétiquement amélioré de Mew. Créé pour être l'arme ultime de la Team Rocket, qui a réussi à concevoir le Pokémon le plus puissant du monde. Pas tout à fait, il reste encore 4 entrées, mais ça reste une réplique cool. Ils ont quand même réussi à s'en approcher beaucoup. Mewtwo, une créature conçue pour le combat, possède des capacités offensives optimisées. C'est l'un des Pokémon les plus sauvages qui existent, capable de ne penser qu'à la destruction de ses ennemis. Il possède des pouvoirs psychiques extrêmement puissants, capables d'écraser un gratte-ciel par la pensée. En plus de cela, Mewtwo possède non pas une, mais 2 méga-évolutions, chacune amplifiant encore davantage sa puissance au combat. Il n'a peut-être pas de capacité spéciale par rapport au reste de cette section, mais la puissance brute et la force de combat qu'il possède suffisent largement à faire de Mewtwo un dieu parmi les Pokémon à part entière. Manquant de peu le podium, notre prochaine place revient au trio de la création. Quand un groupe nommé le trio de la création ne parvient même pas à se classer dans le top 3 en termes de puissance, on sait que les choses ont vraiment dérapé. Comme le trio des lacs, ces 3-là ont été créés par Arceus pour maintenir l'équilibre de l'univers, chacun gouvernant un aspect spécifique même du tissu de la réalité. Et oui, cela inclut aussi Giratina, qui a peut-être été banni dans le monde Distorsion à cause de sa violence, mais qui utilise toujours sa domination sur l'antimatière pour maintenir l'équilibre dans le monde réel. Pendant ce temps, Dialga et Palkia maintiennent l'ordre en veillant à ce que le temps s'écoule normalement et que l'espace reste stable. Ces pouvoirs seraient complètement fous à posséder et garantiraient normalement une place au sommet. Cependant, les 3 premiers sont d'une certaine façon encore plus ridicules. La médaille de bronze du pouvoir revient au Pokémon prisonnier Necrozma. Necrozma, comme les autres membres de son trio, est un être de lumière qui fournit de l'énergie à son monde d'origine. Ou du moins, c'était le cas jusqu'à ce que les anciens habitants d'Ultra Mégalopolis convoitent le pouvoir de Necrozma pour eux-mêmes, le privant de sa lumière et le laissant dans un état de douleur constante. Depuis, Necrozma cherche sans cesse plus de lumière pour récupérer ce qu'il a perdu, semant le désespoir et la destruction sur son passage. Il absorbe toute la lumière dans sa dimension d'origine, les dimensions des ultra-chimères, et finit par essayer de faire de même avec Alola. Sa véritable puissance vient de sa capacité à absorber d'autres créatures de lumière, y compris Solgaleo et Lunala, ce qui lui donne une source d'énergie et de puissance infinie. De plus, même dans cet état, il a toujours faim de plus de lumière, continuant d'absorber de plus en plus de lumière jusqu'à ce qu'il consomme finalement toute la lumière qu'il peut trouver. Créer le monde est une chose, mais détruire tous les mondes en est une autre. Alors nous devons donner à Necrozma une place dans notre top 3, seulement dépassée des premières places par quelques détails techniques. La médaille d'argent du pouvoir revient au nouveau Pokémon Mew. Passer du destructeur de monde à un embryon rose et mou peut sembler un peu surprenant, mais la plupart d'entre vous auraient dû s'y attendre. En tant que progéniteur de tous les Pokémon, Mew possède l'acide désoxyribonucléique de chaque Pokémon existant et peut se transformer en n'importe lequel d'entre eux à volonté, y compris d'autres Pokémon légendaires.
Cela signifie que Mew peut posséder tous les pouvoirs de chaque Pokémon de cette liste et pourrait potentiellement briser l'ensemble du multivers s'il le souhaite. Besoin de ranimer un ami tombé au combat? Oh, et Xerneas sont tous les deux là. Vous voulez remonter le temps pour corriger une certaine erreur? Celebi ou Dialga devraient faire l'affaire. Même Necrozma avec ses pouvoirs dévastateurs n'est qu'une simple transformation pour Mew, faisant de ce dernier le Pokémon le plus puissant abordé jusqu'à présent. Et la seule raison pour laquelle il n'est pas numéro 1, c'est parce qu'il en reste encore un que même Mew ne peut pas copier. Effectivement, la médaille d'or de la puissance revient au Pokémon Alpha, Arceus. Oui, on sait, ce n'est pas le choix le plus créatif pour la première place de donner la médaille d'or à la divinité créatrice littérale. Mais voyons, ça ne peut pas être si simple, non? Dans le jeu, c'est seulement le 8e Pokémon le plus puissant, et même dans le lore, il y a plusieurs Pokémon qui devraient, théoriquement, pouvoir vaincre Arceus. Bon sang, Arceus est un dieu de la lumière, donc quelque chose comme Necrozma devrait pouvoir l'absorber et l'assimiler. Et même si ce n'était pas le cas, Mew peut quand même se transformer en Arceus. Alors où est le problème? Eh bien, au final, nous ne connaissons pas toute l'étendue du véritable pouvoir d'Arceus. Comme révélé dans Légendes Arceus, l'Arceus que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une fraction de son véritable pouvoir, un avatar avec lequel il peut interagir avec le monde matériel depuis le plan supérieur où il existe. Cet avatar est assez puissant à lui seul pour mériter une place dans notre top 3 grâce à sa propre force. Le fait que le véritable Arceus soit exponentiellement plus puissant que cet avatar suffit largement à lui donner la médaille d'or de la force, même en mettant de côté ses pouvoirs de création d'univers.